Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Monaco Info pour un nouveau JT que nous ouvrirons ce dimanche sur une victoire. La Roca Team est championne de France, les Monégasques n'ont pas lâché l'affaire face au Mans. C'était hier, c'est le 3e trophée que remporte l'équipe cette saison. Retour sur la soirée dès le début de ce journal avec nos correspondants à Paris avant d'évoquer les autres résultats sportifs du week-end. Fin du Grand Prix historique, une très belle édition marquée par une fréquentation exceptionnelle, 80% de taux de remplissage des tribunes et la présence de belles figures de la F1. Ce soir, portrait de deux Monégasques, Frédéric Lajoux et Fabrice Notari. Le Métropole Monte-Carlo a un nouveau directeur général, Klaus Kabelitz, passé par le grand Kensington Hotel de Londres, succède à Serge Ethuin après 10 ans aux commandes du Palace monégasque. Le nouveau directeur nous a accordé un entretien. Et puis de l'art pour terminer ce journal, une nouvelle galerie vient d'ouvrir ses portes au cœur de Monte-Carlo et c'est un grand collectionneur qui signe cette adresse, Cesare Lamprenti. Mais avant de revenir sur la victoire de la Roca Team en Coupe de France, cette dépêche officielle du Palais Princier qui nous est parvenue il y a quelques minutes, le prince souverain a tenu à adresser un message au président des États-Unis, Donald Trump, à sa femme Melania et à leurs convives après l'attaque armée survenue hier soir lors du gala annuel des correspondants organisé à Washington. Le prince Albert II a fait savoir son soulagement en apprenant qu'aucune victime n'était à déplorer. Au nom de la communauté monégasque, de la princesse Charlène et de ma famille, je vous adresse ainsi qu'à votre épouse et au peuple américain l'expression de notre solidarité, a-t-il conclu son communiqué. C'est donc l'actualité sportive du jour. La Roca Team a remporté la Coupe de France de basket hier à Paris face au Mans sur un score final de 87-83. C'est le 3e trophée raflé cette saison par les Monégasques après la Leaders Cup et la Super Coupe, dont les 2 finales les avaient d'ailleurs aussi opposées au Mans. Mais si lors des dernières confrontations, Monaco avait aisément pris le dessus, le match d'hier a été bien plus serré. Nos correspondants ont suivi la rencontre. Résumé signé Justin Adel et Jérémy Henry. Après la victoire face à Barcelone vendredi soir, la Roca Team enchaîne. La fatigue se fait sentir dès les premières minutes de la rencontre. Face à une très bonne défense du Mans, les Monégasques sont contraints d'utiliser le tir à 3 points. Les échecs sont nombreux en première période, les deux équipes sont imprécises face au panier. Monaco s'en sort mieux et parvient à prendre le large avant la mi-temps avec 45 points contre 29 et 2 cartons plus ou moins compliqués. On savait que ça allait pas être un match facile, une finale comme je l'ai dit, ça va être la bagarre avant tout. On savait que le Mans ils allaient venir armés, ça fait peut-être 2 semaines qu'ils préparent un match comme ça. Nous on a à peine eu le temps de vraiment le préparer, donc on savait que ça allait être compliqué, mais on a l'habitude de les jouer, donc c'est un peu l'avantage. On a joué plusieurs fois cette année dans plusieurs finales, donc c'est un peu l'avantage et donc on connaît les joueurs, on connaît ces joueurs, on sait ce qu'on a à faire. Le travail, Monaco l'a fait jusqu'au bout et l'expérience a notamment permis à la Roca Team de garder son sang-froid en partie lorsque le Mans parvient à revenir au score à 6 minutes de la fin. À ce moment-là, une finale digne de ce nom démarre. Les deux équipes vont se rendre coup pour coup. Au cœur de ces échanges, des lancers francs, base du basket et éléments clés de cette rencontre, 48 ont été tentés dans le match. La dernière minute est même décisive. Elle permet à Monaco d'assurer sa victoire 87-83 face à des supporters heureux. Exceptionnel, comme d'habitude d'ailleurs. Ils nous ont fait quand même très peur sur la fin du match. Et Daguemonegou. Allez! Même si cette rencontre n'a pas été simple, elle reste très satisfaisante pour le groupe. Je ne sais pas si c'était de plus belle de manière, mais encore, c'était une victoire pour le trophée, donc c'était vraiment important pour le club et pour tout le monde sur l'équipe d'avoir à garder cette confiance contre le Mans et juste en basket en général. Face à l'enchaînement des matchs, cette victoire, l'entraîneur monégasque la doit à toute une équipe, bien au-delà des joueurs sur le banc. I would say this is not only victory of the bench, this is victory of the whole organization, because there's so many people behind who you don't see. Physios. Can you imagine how much work they did just to prepare the players from yesterday to today and for yesterday game, for this week, let's say. And they've been doing this consistently these 2 months. So this is physios. There is people who's working in an office for players to feel comfortable and to be focused only on the basketball. La Roca Team a désormais quelques jours de repos partiel avant l'Euroleague et le premier match des playoffs mardi face à l'Olympiakos.
Voilà, bravo à la Rocket Team. En football, un peu plus compliqué pour Monaco en Ligue 1. Match nul 2-2 face à Toulouse hier pour la 31e journée. Plombé par un précédent gros revers face au Paris FC et un autre match nul face à Auxerre, les Monégasques n'ont pas réussi à venir à bout de l'adversaire sur sa pelouse. Pourtant épaulés par le retour de Paul Pogba, acclamé encore sur la pelouse, ils se sont vite laissés rattraper dans la dernière ligne droite. La Ligue des Champions est encore un peu loin pour les hommes de Sébastien Pocognoli qui reste tout de même 7e au classement de la Ligue 1 pour le moment. Prochain rendez-vous samedi 2 mai face à Metz, l'un des 3 derniers matchs décisifs pour la compétition européenne. Prenons la direction de l'Espagne. En tennis, cette fois, Valentin Vachereau et Romain Arneaudo se qualifient quant à eux pour les 8e de finale de l'Open de Madrid. Les deux Monégasques ont tenu bon face à la paire Granollers-Ceballos en 3-7, 2-6, 6-1, 10-6. Belle performance après la déception en simple pour Vachereau. Allez, retour sur le Grand Prix historique à présent, qui vient de se terminer. Ce soir, nous vous proposons de partir à la rencontre de 2 pilotes monégasques, évidemment présents ce week-end. 2 parcours singuliers, 2 façons d'apprivoiser les circuits et surtout de faire rayonner la principauté bien au-delà de ses frontières. Portrait signé Vanessa Dessy, Alexandra Paolini et Camille Caloni. Pilote respecté, Frédéric Lajou trace sa route entre circuits historiques et compétitions modernes. Au volant de sa Surtees TS19 de 1976, machine rare au caractère brut, il compose avec une mécanique exigeante qui ne laisse aucune place à l'improvisation. Il y a 2 ans, le pilote annonce raccrocher le casque, mais la vie en a décidé autrement. Non, c'est une opportunité en fait. Mon partenaire a souhaité racheter la F1 avec laquelle j'avais roulé il y a 2 ans. Et il m'a dit mais si je l'achète, il va falloir que tu roules dedans, quoi. Donc j'ai réfléchi un petit moment. Bon, j'ai dit d'accord, allez. C'est la passion, hein, c'est la passion. Et puis c'est le fait de rouler dans une F1. Il y a des millions de gens qui voudraient être à ma place aujourd'hui. En plus à Monaco sur un circuit aussi mythique et en tenant compte du fait que c'est chez moi, que c'est ma ville, que j'y roule tous les jours en scooter et non, il n'y a pas de mots pour expliquer ça. Figure monégasque du sport automobile, Fabrice Notari s'inscrit dans la tradition locale. Fidèle au rendez-vous du calendrier, il construit son parcours dans la passion, au plus près de la performance. Sur la piste, son pilotage précis et engagé reflète une connaissance fine du tracé. Aujourd'hui, particulièrement, c'est mon anniversaire, donc je me fais un beau cadeau d'anniversaire. Mais voilà, donc c'est surtout la différence de pouvoir, quand on prend pas le bus comme tous les jours, de pouvoir rouler à 250 km/h. Donc c'est vraiment un grand plaisir. C'est un circuit mythique. Il y a tellement plein de choses qui font revivre de notre jeunesse, de toutes les courses qu'on a vues depuis qu'on est tout petit. Donc c'est vraiment un grand moment. C'est une voiture 1973 qui a appartenu, c'est une des dernières voitures que Graham Hill a conduite. Graham Hill, c'est pour moi le plus grand pilote puisqu'il a gagné les 3 grandes épreuves mythiques, Monaco, 24 heures du Mans et Indianapolis. Et je le voyais quand j'étais tout petit passer devant la maison, donc voilà, c'est un accomplissement. Un rendez-vous à part où l'émotion dépasse la performance. Pour les pilotes locaux, courir à Monaco reste avant tout une histoire de cœur, entre exigence sportive et fierté de représenter ses terres. En Italie, fin de parcours pour Maxime Nocher et sa coéquipière au Bundencan sur le lac de Côme. Les 2 pilotes sont arrivés 6e en finale de l'E1 Series à bord de leur bateau électrique hier, après seulement 2 courses du championnat pour leur nouvelle écurie. Très beau parcours et bel esprit d'équipe jusqu'en finale. Je vous propose d'écouter la réaction de Maxime Nocher à l'issue de cette finale. On a fait vraiment une bonne journée en général. On a fait 2 finales très belles. Oban a super bien conduit. Et j'ai limité la casse, on va dire, même s'il y a eu beaucoup de contacts dans ma race. Le bateau est en vie, pas trop de bobos, du coup c'est assez chouette. Quand on regarde notre week-end, on a fait vraiment de belles choses. On est parti d'être presque dernier à faire 2 finales. On n'aurait pas pu rêver mieux. On va prendre toutes les datas pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on a mal fait aujourd'hui et pour arriver plus fort à Dubrovnik. C'est un palace emblématique de Monaco situé à quelques pas de la place du Casino. L'hôtel Métropole Monte-Carlo a annoncé cette semaine la nomination de son nouveau directeur général. Klaus Kabelitz succède à Serge Étuin qui a dirigé l'établissement pendant plus de 10 ans. À cette occasion, le nouveau directeur général était notre invité cette semaine, interrogé par Fabien Bonilla.
Bonsoir. Désormais, vous allez mettre votre expertise au service de l'hôtel Métropole Monte-Carlo. Qu'est-ce que cela représente pour vous de rejoindre cette adresse emblématique ? Oh là là, c'est une grande question. Tellement des très bonnes choses sur l'hôtel Métropole. Je l'avais toujours admiré d'une distance. C'est surtout le personnel qui offre un tel service incroyable de qui beaucoup des clients m'en ont parlé. Et aussi la restauration de l'hôtel qui est très connue, le spa qui maintenant est géré par Garlin et les autres espaces juste avant. Alors il y a tellement des choses. Comment l'opportunité est-elle née ? Comment vous avez connu cet hôtel ? Alors, ça a déjà commencé il y a 11 ans. J'ai visité la famille Boustani en 2015 en quittant Genève, mais malheureusement, à ce moment-là, pour des raisons familières, il fallait que j'accepte un poste à Londres. Et maintenant, c'est voilà, un peu le fin d'une histoire, d'une très bonne histoire. Vous succédez donc à Serge Étuin, qui a dirigé l'établissement pendant plus de 10 ans. Quelle a été la nature de vos échanges ? Ah, d'accord. Serge et moi, c'est des très bons copains depuis beaucoup des années. On travaillait ensemble à Paris. Et après, on est restés des bons amis. J'ai visité ses hôtels. Il est venu visiter les miennes. On s'est rencontrés pendant les grands congrès internationaux des agences de voyage et des hôtelières. Et là, maintenant, c'est vraiment un honneur pour moi de lui remplacer ici et de continuer son travail. Qu'est-ce que vous allez garder comme souvenir ou comme constat concernant votre carrière jusqu'à présent ? Ce sont des destinations, des collaborations peut-être ? Alors, je pense que ça sont vraiment les collègues à moi que j'ai développés ou à qui j'ai assisté de développer leur carrière et qui maintenant, ils ont des postes très importants dans l'hôtellerie. Il y a un assistant manager à moi qui travaillait au Four Seasons de Londres et il est devenu le président pour Four Seasons au Moyen-Orient, Europe et en Afrique. Un autre avec qui je travaillais à Berlin, qui est devenu directeur général de la Villa d'Este et qui maintenant s'en occupe des hôtels Corinthia à Rome. Il y a beaucoup des collègues qui vraiment ont développé leur carrière et je suis fier que je pouvais leur aider. Depuis septembre 2024, vous occupiez les fonctions de directeur général de l'hôtel Kensington de Londres. Vous avez participé à son développement. Désormais, quelles sont vos ambitions avec l'hôtel Métropole ? Je me réjouis déjà de travailler avec cette équipe excellente qui m'ont donné un bienvenu très, très chaleureux, de développer ce qu'il existe déjà, les Metropole Moods, les moments du métropole, cet service très personnalisé pour vraiment prendre soin des clients, pour donner une opportunité à tout le monde d'être innovatif. Klaus Kabelitz, merci d'avoir répondu à nos questions et bienvenue en Principauté. Merci à vous. Une nouvelle galerie d'art vient d'ouvrir ses portes dans le quartier de Monte-Carlo. Baptisée Hartford Fine Art Lampronti, elle porte le nom de son fondateur, Cesare Lampronti, l'antiquaire et collectionneur de renommée internationale spécialisé dans les œuvres anciennes, comme l'étaient son père et son grand-père avant lui. L'expert nous a présenté les œuvres actuellement exposées. Écoutez-le au micro de Sarah Nkari. Questa mostra è più orientata verso il vedutismo, in quanto ci sono 4 dipinti di Canaletto, un dipinto di Bellotto, di Guardi, di tutti i Van Bittel, Pannini, e però ho portato anche 3-4 quadri del Seicento abbastanza significativi come un Guido Reni, un Cagnacci, un Passerotti, insomma ho portato qualcosa che penso che possa assomigliare a quella che è la mia attività. Et sachez que Cesare Lampronti sera présent parmi les exposants d'Art Monte-Carlo au salon qui se tiendra du 29 mars au 1er mai prochain au Grimaldi Forum. Restons dans l'art avec cette idée de sortie pour les prochains jours. Sabrina Viola expose en ce moment ses œuvres à l'Espace 22. Des œuvres colorées, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir les images. Elles sont signées Alexandra Paolini et commentées par Sarah Nkari. Les éclats du silence, c'est le titre qu'a choisi Sabrina Viola pour sa première exposition à Monaco. L'artiste, originaire des Vosges, semble avoir eu plusieurs vies. Après une carrière dans le marketing digital, elle a troqué ses outils numériques pour les pinceaux il y a 10 ans.
J'ai fait un petit atelier qui m'a transcendée et du coup je n'ai pas arrêté en fait, je suis partie là-dedans et depuis 10 ans j'arrête pas, j'ai vraiment eu un coup de cœur avec l'huile et les couleurs et je me suis dit pourquoi pas et ça continue en fait et je n'arrive plus à m'arrêter. Aujourd'hui, elle est fière de présenter ses peintures en principauté, des œuvres abstraites qui respirent la liberté. J'aime vraiment une très grande que j'ai faite en haut qui s'appelle Les Gondoles de Venise. Qui était ma première très très grande toile où j'ai passé énormément de temps dessus et où les couleurs me représentent moi en fait. Si vous aussi vous avez eu un certain coup de cœur, sachez que ces tableaux sont disponibles à la vente à partir de 700 €. Pour les observer de plus près, rendez-vous à l'Espace 22 jusqu'au 5 mai. Au programme des Mardis du cinéma, l'Institut audiovisuel de Monaco projettera le 28 avril à 19 h au Théâtre des Variétés Le mal n'existe pas du réalisateur japonais Ryusuke Hamaguchi, un film de 2023 qui met en avant les secrets de la nature dans un esprit écologique et bercé de mystères. Vincent Vatrican, le directeur de l'Institut audiovisuel, en a dévoilé un peu plus à Fabien Bonilla. Écoutez. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Le mal n'existe pas, c'est un film japonais de 2023. De quoi parle ce film Et quelle est la fin? Non, alors justement, Fabien, je ne raconterai pas la fin, qu'il faut laisser, comme je crois le cinéaste l'a souhaité, chacun ouverte. Voilà, c'est ça. On va parler du début. De quoi parle le film? On va parler du début. L'histoire est en fait extrêmement simple. C'est l'histoire d'un village de quelques âmes coincés dans une forêt à quelques heures de Tokyo. Voilà, dimension campagnarde dans un cinéma de Ryusuke Hamaguchi qui est d'ordinaire plutôt en milieu urbain. Et ce village se voit proposer un beau jour d'accueillir non loin du cours d'eau qui le traverse un camping, mais un camping d'un genre nouveau. Oui. Un glamping. Un glamping. Contraction de glamour et camping. Ouais. On a du mal à comprendre ce que c'est que du camping glamour. Il faut venir voir le film. Et il faut en faire pour le découvrir. Cette scène est absolument séquence même, puisqu'elle est relativement longue. Et donc, deux communicants viennent présenter aux villageois ce nouveau concept. Les villageois ne tardant pas à se poser les bonnes questions, à savoir mais comment ce camping va pouvoir s'installer, comment va-t-il pouvoir avoir l'eau, l'électricité, comment va s'effectuer la collecte des ordures, le rejet des eaux usées. Et évidemment, il pense très tôt que le cours d'eau va être touché, la nappe phréatique, etc., etc. Est-ce que l'on peut dire que c'est un film naturaliste sur la nature ? Alors, c'est une fable écologique, très ouvertement. Oui, l'écologie est au cœur de Absolument. l'histoire. Je voudrais que l'on parle du réalisateur, donc vous l'avez déjà évoqué, Hamaguchi. C'est un pur réalisateur de festival. Il a obtenu des prix à Berlin, à Venise, Cannes, un Oscar. C'est un réalisateur de festival. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Souvent, les réalisateurs de festival, où ils sont primés et mis en valeur, pas n'importe quel festival. Oui. Vous les avez cités, Venise, Berlin, Cannes, enfin c'est le trio majeur. Oui. Deviennent, pour la plupart, les cinéastes incontournables de demain. Donc Hamaguchi est à mes yeux sans doute un des plus grands cinéastes japonais, si ce n'est le plus grand aujourd'hui. Très bien, allons voir Le mal n'existe pas, vous êtes d'accord avec moi ? Ah oui, on y court. Merci Vincent. Merci Fabien. グランピング場の予定地、あそこは鹿の通り道なんだ。
会の人が野生の動物と近くで触れ合えることってないし。銃声。Voilà pour toute l'actualité de ce dimanche, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et merci pour votre fidélité à notre antenne tout au long de ce week-end historique. Dans un instant, la météo de Sarah Nkari, ensuite Yann Anthony Nogues pour 19h dimanche. Demain, ne manquez pas le nouvel épisode du podcast. Geneviève Berthy recevra l'abbé Benard qui reviendra notamment sur l'exceptionnelle visite apostolique du pape Léon XIV à Monaco il y a un mois environ. Et à 19h demain, Émilie Rousseau vous accueillera pour un nouveau JT. Passez une très belle soirée sur Monaco Info et je vous dis à lundi prochain. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un agréable week-end malgré la grisaille. Grisaille qui continuera de nous accompagner en début de semaine. Ce soir, les Alpes-Maritimes sont placées en vigilance jaune orage, mais le département devrait repasser au vert à 21h. Concernant les températures, on tourne la page de la chaleur avec une maximale demain de 14 degrés le matin et de 18 l'après-midi. Nous fêterons ce lundi la Sainte Zita, une sainte italienne du XIIIe siècle. Voilà pour le point météo, je vous souhaite une très belle soirée avec nous sur Monaco Info.